Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Une nouvelle mise à jour bêta est disponible sur les séries Fenix 7, Epix 2 et Enduro 2. Elle concerne entre autres le transfert des nouveautés de la Forerunner 965 sur ses modèles plus anciens, mais pas que. Au passage, je vais en profiter pour vous expliquer le nouveau mode opératoire pour les installations des mises à jour bêta. Ça sera valable sur toutes les montres Garmin. Si vous êtes plus particulièrement intéressé par ce mode opératoire, eh bien vous pouvez passer directement dans la deuxième partie de la vidéo. On commence par la dernière mise à jour bêta. J'ai ressorti mon Epix, j'ai fait la mise à jour hier soir, elle s'intitule 13.09 et vous allez voir qu'elle est assez dense, même si je ne parlerai pas de toutes les corrections de bugs, mais juste des nouvelles fonctionnalités. J'ai fait quelques tests aujourd'hui et je vous présente tout ça. Je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'une mise à jour bêta, ça sert de test pour Garmin pour vérifier qu'il n'y a pas de bug. Donc ça veut dire que vous allez bénéficier des dernières fonctionnalités avant tout le monde, mais qu'il peut y avoir des bugs. Si vous ne voulez pas prendre de risques, attendez la mise à jour en version finale. Également, sur les mises à jour bêta, vous allez voir sur ce que je vais vous présenter que tout n'est pas traduit en français. Il y aura des choses qui seront en anglais, moi je vous ferai des explications en français, mais bien sûr tout ça sera traduit en français dans la version finale. Premier ajout, un écran supplémentaire sur le suivi du sommeil. Donc ça, on connaissait. Là, on a le graphique du score du sommeil, et maintenant ici, on a les répartitions des phases de sommeil sur 7 jours. Même chose sur le statut de variabilité de fréquence cardiaque, on a maintenant un écran supplémentaire. Ici, cette fois, ce n'est pas un graphique sur 7 jours, on l'avait déjà, celui-là, ici, c'est sur 4 semaines. Alors, ce n'est pas forcément utile pour l'entraînement parce qu'on sera plutôt intéressé par la valeur actuelle ou les dernières valeurs pour savoir s'il faut adapter la séance à venir. En revanche, pour les gens qui cherchent à modifier leurs habitudes pour adopter un mode de vie plus sain, en agissant sur le sommeil, la nutrition, la consommation d'alcool, etc., eh bien, ça sera intéressant de pouvoir suivre les effets sur leur corps via ce graphique de variabilité de fréquence cardiaque. On a aussi un nouvel écran qui est ajouté au statut d'entraînement. Alors là, il faut aller chercher un petit peu plus profond. Il faut descendre là sur les différents facteurs qui sont pris en compte pour calculer le statut d'entraînement, et sur la charge aiguë, on a là la représentation de la charge aiguë, la zone optimale à viser, et on a maintenant le load ratio, donc le ratio de charge, une zone optimale, une zone trop faible et une zone trop élevée. Ce ratio, c'est le ratio entre les deux valeurs de acute et chronic training load, donc les charges d'entraînement sur 7 jours et ici sur 4 semaines. Toutes les plateformes ont adopté ces trois métriques. Strava, Training Peaks, Nolio, Garmin, Suunto, Coros, Polar. Simplement, ils n'utilisent pas tous les mêmes traductions en français. Là, c'est un ajout qu'a fait Garmin sur les montres directement. J'ai déjà fait un article sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description et vous comprendrez tout ça. Sur les watch face, on a maintenant la possibilité d'ajouter un champ de variabilité de fréquence cardiaque. Voilà, donc on fait la différence entre le petit cœur là, qui est la fréquence cardiaque, et ce petit cœur avec un petit graphique dedans, ça c'est la variabilité de fréquence cardiaque. Normalement, ce sera assez facile de reconnaître l'un ou l'autre. Si vous avez quelque chose qui tourne, des variabilités de fréquence cardiaque, c'est des millisecondes, vous allez tourner peut-être entre 30 et 50. La fréquence cardiaque, voilà, si vous faites un petit effort et que ça monte à 120, ça ne sera pas la variabilité de fréquence cardiaque. Ce n'est pas forcément utile si vous utilisez le rapport matinal, parce que le rapport matinal il vous permet de jeter un coup d'œil sur votre variabilité de fréquence cardiaque chaque matin. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a une petite amélioration dans l'interface graphique. C'est un transfert de la Forerunner 965. C'est un petit peu plus beau. Vous allez voir, par exemple, pendant le GPS fixe. Alors, ce n'est pas très visible ici. Je suis en luminosité 2, mais il y a du reflet. Ici, vous verrez, il y a un peu un fond rouge strié. Bon,
Petite amélioration. Sinon, ici, on a un nouveau profil sportif, Obstacle Racing. Initialement, je pensais que c'était un profil pour les courses d'obstacles. Les mud race et autres, c'est devenu populaire depuis quelques années. Mais quand j'ai creusé un petit peu, je me suis dit que peut-être c'était plutôt dédié à l'athlétisme pour les courses de haies ou de steeple. Alors, on peut tout à fait créer un profil perso et l'appeler course d'obstacles. Mais Garmin, ils font les choses bien. Certes, ils n'ont pas 100 ou 150 profils sportifs comme chez d'autres marques, mais lorsqu'ils créent un nouveau profil sportif, c'est parce qu'ils ont développé une fonctionnalité spécifique à ce sport. Ce n'est pas juste un copier-coller du profil course à pied ou du profil cardio en salle. Là, en l'occurrence, on peut marquer la position des obstacles. Donc, il y a un mode automatique qui fait qu'on marque la position des obstacles et ensuite, chaque fois qu'on repassera à l'endroit des obstacles sur un deuxième, troisième, quatrième tour, la montre les détectera automatiquement. Il y a aussi un mode manuel si on veut juste les marquer manuellement. Ce mode automatique, c'est ce qui m'a fait penser que ça pouvait être un profil pour les courses de haies ou de steeple avec une détection des obstacles à chaque tour de piste. Mais sur ce profil, quand on regarde dans les réglages, il n'y a pas l'algorithme de mesure de la distance à partir des couloirs de pistes d'athlée. Par contre, il y a Climb Pro et des choses comme ça. Donc, je pense bien que c'est un profil pour les courses d'obstacles sur lesquelles on marque le début et la fin de chaque obstacle, ce qui permet de créer des tours pour différencier après les phases de course et les phases de franchissement d'obstacles. Ensuite, il y a les métriques de foulée au poignet. C'est ce qu'on appelle les running dynamics. On avait déjà la cadence et la longueur de foulée. Eh bien, on a maintenant l'oscillation verticale, le ratio vertical et le temps de contact au sol. Par contre, il n'y a pas l'équilibre gauche-droite. Je pense que c'est assez normal parce que quand la mesure est faite depuis le capteur d'une ceinture cardio, c'est facile de mesurer les oscillations gauche-droite avec un accéléromètre et un gyroscope situé au niveau de la poitrine. Mais avec des capteurs positionnés au poignet sur un seul côté, qui plus est, moi ça me semble difficile et donc je pense que Garmin a fait ce choix-là en connaissance de cause. Ces données, Garmin en a besoin pour son algorithme de puissance au poignet qu'ils ont ajouté fin 2022. Et donc de toute façon, ils les mesurent parce qu'elles entrent en compte dans le calcul. On ne court pas totalement à plat, on fait des rebonds à chaque foulée. Donc pour calculer la puissance développée, il faut connaître ces métriques de foulée. Donc, comme Garmin les mesure, ils se sont dit autant les afficher. Bon, clairement, ça ne devrait pas enthousiasmer grand monde parce que la plupart des gens n'ont aucune idée de comment s'en servir et ceux qui s'en servent préféreront utiliser un capteur de foulée positionné sur la chaussure pour que ça soit plus fiable. Au passage, je ne sais pas si c'est très connu, vous voyez ici l'allure ajustée à la pente, AAP moyenne. C'est la fameuse nouvelle métrique qu'on voit qui commence à se développer, qui est rentrée chez Garmin et aussi chez Coros. D'après le changelog de la mise à jour, on devrait retrouver dans le résumé d'une activité un graphique de consommation calorique. Je ne l'ai pas trouvé, donc je ne sais pas où est-ce que ça se trouve. Par contre, on a maintenant un score d'exécution de l'entraînement. C'est un algorithme qui va mesurer la réalisation d'une séance par rapport à l'entraînement théorique que vous aviez programmé. Si vous respectez parfaitement les objectifs de chaque phase de votre entraînement, que ce soit des durées, des intensités cardio ou de la puissance, vous aurez un score de 100. Par contre, si vous courez à 160 alors que vous deviez faire une séance en zone 2, voilà, vous aurez 0. Sur du fractionné au cardio, je pense que ça va être difficile d'obtenir un score de 100 parce qu'il y aura toujours des phases de transition à chaque changement de phase. Votre cœur, il ne passe pas de 120 à 160 instantanément et pareil, il ne passe pas de 160 à 120 sur la fin d'une séance de travail. Sur la puissance, ce sera déjà un peu plus facile. Ensuite, il y a une nouveauté pour les boîtiers qui sont équipés d'une lampe. C'est que maintenant, le gestionnaire d'alimentation, il va prendre en compte l'utilisation ou pas de la lampe dans le calcul d'autonomie. Donc là, avec 66%, la montre nous annonce 36 heures d'autonomie avec les réglages du profil course. Et si on va changer dans les paramètres l'utilisation de la lampe, on va par exemple l'activer
tout de suite et dans un mode cadence, donc ça flash pas mal. Et bien cette fois, on a une autonomie ici qui est ajustée et on nous annonce 6 heures. Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette mise à jour bêta? Garmin a facilité la chose. Avant, il fallait tout faire à la main, télécharger les fichiers, les mettre dans la mémoire de la montre via le câble USB. Maintenant, tout se fait par Garmin Connect et le Wi-Fi. Votre montre n'a pas de Wi-Fi, eh bien, vous allez devoir continuer à faire ça à la main. J'ai déjà expliqué comment faire sur un article sur le blog et je vous mettrai le lien dans la description. Mais si vous avez une Phoenix 7, une Epix 2, une Forerunner 945 LTE, 965, 255 musique, puisqu'il faut le Wi-Fi, 265, Venu 2, Venu 2+, eh bien à partir d'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simple. Ça fonctionne aussi avec les Edge 1040. Par contre, pas la Tactic 7, c'est pas le genre d'utilisation où on veut risquer d'avoir un bug, donc il n'y a pas de version bêta. Premièrement, il faut inscrire votre montre au programme bêta pour qu'elle puisse recevoir ces mises à jour bêta. Sinon, elle ne les recevra jamais. Si vous avez plusieurs montres ou une montre et un compteur, il faut le faire pour chaque appareil. Pour ça, vous allez dans Garmin Connect version web, pas l'appli. Vous cliquez sur l'icône de montre en haut à droite. Vous choisissez votre appareil et vous cliquez sur le bouton bleu « Inscrire au programme bêta ». C'est à faire qu'une seule fois. Une fois que c'est fait, le bouton bleu est remplacé par un rectangle orange qui vous dit que votre appareil est bien inscrit au programme bêta. À partir de là, il y a deux façons de procéder et dans les deux cas, il faudra être connecté à un réseau Wi-Fi. La première façon de faire, c'est de laisser les choses se faire tranquillement. Vous allez dans le menu Système, Mise à jour du logiciel, et vous activez ici la mise à jour automatique. À partir de là, la nouvelle version va se télécharger automatiquement via le Wi-Fi. Donc si vous n'êtes pas inscrit au programme bêta, eh bien, ça téléchargera comme ça les versions finales. Lorsque vous êtes inscrit au programme bêta, ça téléchargera les versions bêta. Une fois que le téléchargement est fait, un écran va apparaître qui vous proposera d'installer la dernière version logicielle et vous aurez juste à valider pour lancer l'installation. Soit vous êtes hyper intéressé par une des nouveautés et vous voulez forcer le téléchargement de la mise à jour. Alors pour ça, il faudra déjà être au courant qu'il y a une version bêta en cours de déploiement. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'en parlerai peut-être, ou dans le groupe Facebook « Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin ». Et ensuite, vous revenez ici et vous lancez « Rechercher des mises à jour ». La mise à jour se télécharge par Wi-Fi, ça prend quelques dizaines de secondes et ensuite, vous pouvez l'installer. Ça, c'est un petit peu plus long. Dans les deux cas, une fois que c'est fait, après le redémarrage, vous avez un écran Quad 9 qui vous présente les principales nouveautés. Alors là, en l'occurrence, il n'est pas complet puisque vous voyez qu'il nous annonce un profil Obstacle Course, les Running Dynamics au poignet et une amélioration de la réaction de la boussole. Moi, je vous ai présenté une version un peu plus complète, donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez prévenu de toutes les publications des nouvelles vidéos.